nous a rejoint pour notre grand entretien de 19h30. Éric Danon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés, ancien ambassadeur de France en Israël. Il y a donc ces négociations qu'on attend au Pakistan avec beaucoup d'incertitudes. Vous, de mémoire d'ambassadeur, de ne pas savoir, tout à l'heure, on en débattait autour de cette table, on en a un point, on n'est pas totalement sûr de même la délégation américaine, de savoir quand est-ce qu'ils vont monter dans l'avion, quand est-ce qu'ils vont partir, quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc ces négociations doivent avoir lieu, mais même du côté américain, on ne sait pas exactement qui il sera, J.D. Vance, très probablement, mais on n'a pas encore la confirmation. Et quand est-ce que l'avion partira ? Bien, bonsoir. C'est peu usuel, mais c'est parce que, évidemment, c'est très mal cadré entre les deux pays. Et donc, c'est pas du tout étonnant qu'il y ait autant d'hésitations. Il y a des hésitations sur la délégation. Imaginez un instant que le vice-président américain, J.D. Vance, arrive et que, en face de lui, au dernier moment, les Iraniens envoient quelqu'un d'un rang, j'allais dire, très inférieur, tout à fait humiliant, ou alors même J.D. Vance repart, et c'est aussi humiliant. Donc, il faut être sûr à l'avance de qui vous allez avoir en face de vous, à quel moment et sur de quoi discuter. Voilà. Et actuellement, c'est tellement mal cadré que même les éléments de base qui font qu'on peut se rencontrer sereinement, pourrait-on dire, ne sont pas en place. Et à ce jeu-là, les Iraniens sont beaucoup plus forts que les Américains. Parce que, si vous voulez, ce sont les Indiens qui ont inventé le jeu d'échecs, mais c'est les Iraniens qui l'ont développé. Et alors, pour jouer à ce jeu-là, ils sont beaucoup plus forts que les Américains. Et qui ont une manière de négocier un peu cow-boy. Les Iraniens, ils vont les faire danser sur l'ordre du jour, sur le niveau de la délégation, sur les horaires même de la négociation, et on voit qu'ils envoient déjà des petits signaux. C'est-à-dire regardez la réouverture de l'aéroport ou des 2 aéroports en Iran. Annoncé aujourd'hui. C'est le côté, pourquoi juste la veille ? Parce que c'est le côté même pas mal. Et je crains rien. Vous avez bloqué le message aux Américains, vous avez bloqué les bateaux. Vous ne pouvez pas bloquer les avions. Parce que s'il y a des passagers dans les avions, les Américains ne peuvent pas se permettre. Non. Et donc, si au bout d'un moment, eh bien, le trafic aérien reprend et que ça ne plaît pas aux Américains, alors ils vont être obligés de détruire l'aéroport. C'est-à-dire un missile dans la tour de contrôle et un autre pour faire des trous dans la piste, etc. Et donc, les Iraniens vont évidemment pousser les Américains pour que le prix de la négociation soit de plus en plus élevé pour Washington. Alors, vous parlez d'un jeu. D'un jeu, attention, tout ça est tragique et plein de souffrances. Parce que nous, on écoute tous les jours des versions différentes. Oui. Vous aussi, j'imagine. C'est qu'on a l'impression que les États-Unis vont commencer, comme Donald Trump dit, ça va, on va récupérer l'uranium. Oui. Le lendemain, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous considérez qu'il y a des équipes sérieuses de part et d'autre ? Manifestement, du côté iranien, vous les créditez une certaine forme de perversité et d'efficacité diplomatique. Est-ce que vous pensez qu'en face, on a une bande de cow-boys yankees un petit peu dépassés par la finesse perse ? Non. L'équipe du département d'État, l'équipe de Rubio est assez bien cortiquée, je dirais, ils connaissent bien l'Iran. C'est pas ça, c'est que pour comprendre, je l'ai déjà dit sur ce plateau, d'un point de vue méthodologique, vous ne devez pas écouter Donald Trump. C'est aussi simple que ça. Parce que le matin, il vous dit une chose, le soir, il vous dit autre chose. Donc, c'est fait... Alors, il y a des signaux faibles qu'il faut capter, qui sont émis par d'autres personnes ? Oui, mais le plus important, ce sont les actes. Si vous regardez effectivement ce qu'il fait, et par exemple, le blocus maritime pour ce qui entre et sort des ports iraniens, ça c'est clair. Voilà. C'est clair parce que c'est une tentative d'asphyxier encore plus économiquement le régime iranien et donc c'est une vraie carte dont les Américains disposent. C'est une vraie carte et
la réflexion qu'ils mènent maintenant, c'est autour de la réplique iranienne. Eux, les Américains ont bloqué les allers-retours sur les ports iraniens. En réplique, les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz. C'est aussi simple que ça. C'est la réplique. Si aujourd'hui, un bateau veut partir des Émirats arabes unis et faire le tour, il ne peut pas passer le détroit d'Ormuz. À cause de qui? À cause de l'Iran, pas à cause des Américains. Donc, c'est la réplique iranienne. Ça bloque, l'ensemble est bloqué. La négociation est censée débloquer, disons, améliorer cette situation. Et c'est là qui est le plus à même de débloquer la situation, qui tient la carte principale. À ce stade, je dirais plutôt l'Iran, même si c'est presque 50-50. Pourquoi plutôt l'Iran? Parce que les États-Unis asphyxient l'Iran, mais en retour, les Iraniens asphyxient le monde, si je puis dire. Donc, en fait, leur carte maîtresse est un peu plus forte, parce que pendant ce temps-là, leur économie est très dégradée, se dégrade à toute allure, et surtout, ce sont les Chinois qui commencent à s'énerver un peu dans cette affaire. Parce qu'eux-mêmes bénéficient, parce que 80% de leurs ressources en énergie provient de l'Iran. Non, 10% de leurs ressources. Ils sortent 80% de l'Iran. Voilà. Mais les importations chinoises venues d'Iran, c'est 10%. Mais il y a 30 autres pourcents des importations chinoises qui viennent des pétromonarchies du Golfe. Et donc, si les pétroliers ne peuvent pas sortir par le détroit d'Ormuz, c'est 40% du pétrole chinois qui n'arrive pas. Et ça gêne énormément les Chinois qui commencent à envoyer des signaux à tout le monde en disant il faut vraiment que cette affaire se termine. Xi Jinping qui s'est exprimé aujourd'hui, il a ainsi dit le détroit d'Ormuz doit rester ouvert à la navigation normale. Oui, c'est dans l'intérêt commun des pays de la région et de la communauté internationale. C'est ce qu'il a dit à Mohamed Ben Salman selon la télévision publique chinoise. C'est assez rare de l'entendre depuis le début de ce conflit s'exprimer sur le détroit d'Ormuz. Ce qui prouve son inquiétude. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour peser? Lui, à ce stade, il ne peut pas trop peser sur la situation locale parce qu'il n'a pas envie de s'impliquer dans cette affaire. Manifestement, ces déclarations jusque-là ont été relativement prudentes de part et d'autre. Absolument. Mais il sait bien aussi que s'il ne se passe rien, les Occidentaux, enfin tous ceux qui achètent des produits chinois vont commencer à souffrir, bien entendu, à commencer par les Européens. Tout le monde se tient d'un point de vue économique, mais la Chine, et tout le monde lui achète ses produits dans le monde, et nous allons tous en souffrir en termes d'augmentation des prix, que ce soit les plastiques, ceci, cela, les voitures. Au bout du compte, les consommateurs dans le monde entier sont en train de payer pour cette crise. C'est eux qui, mais quelle mesure de rétorsion? C'est juste que... À ce stade, il n'y en a pas, car le conflit, à ce stade, s'étend géographiquement, mais ne s'embrasse pas. Vous avez toujours les mêmes 3 protagonistes, États-Unis, Israël et Iran. Pour rajouter le Hezbollah, mais c'est autre chose. Donc, tant que les pays, et notamment les pétromonarchies du Golfe, n'interviennent pas militairement, vous n'avez pas d'embrasement régional, mais vous avez une extension géographique du conflit à toute la région et à l'économie au monde mondiale. Et à l'économie mondiale. La Chine n'a pas de pouvoir de pression sur ces négociations à venir, sur le déblocage du détroit d'Ormuz? Il faudrait qu'elle agisse à travers son arme financière. Je veux dire par là que, par exemple, la Chine, c'est le banquier de l'Iran. Elle pourrait faire pression parce qu'elle a beaucoup prêté à l'Iran sur le gage du pétrole iranien. S'il n'y a plus de pétrole iranien qui sort, la créance chinoise sur l'Iran diminue à toute allure. Mais aussi, elle peut vendre aussi énormément de choses, y compris des bons du Trésor américain. Donc, elle a aussi, c'est une grande puissance qui a des cartes en main, essentiellement économiques, mais elle aussi a des problèmes intérieurs. C'est-à-dire que, voilà, tout le monde tient tout le monde. Tout le monde tient tout le monde. Et à ce stade, tout le monde, hors Iran, et encore, je pense l'Iran aussi,
a intérêt à ce que la circulation dans le détroit d'Ormuz redevienne la plus fluide possible dans des délais raisonnables. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous s'attendre, et les principales parties prenantes encore plus que nous, à ce que ce soit une guerre d'usure? C'est-à-dire qu'en gros, on a été parti de l'excursion, mais que ça dure, qu'on ait encore des mois et des mois, même s'il y a une étape avec une semi-libération du détroit d'Ormuz, où il faut s'attendre à ce qu'on, sans pour autant s'enliser, ça prenne énormément de temps. Alors, il y a des choses qui prennent du temps et pas d'autres. Je pense, mais alors là, on est dans la boule de cristal, donc méfiance. Je pense que la guerre va reprendre. La vraie, pourrait-on dire. Parce que cette situation... Le cessez-le-feu qui est censé s'arrêter mercredi soir, alors, il tiendra les médias américains un jour, 2 jours, mais... Pourquoi les opérations militaires vont reprendre? Parce qu'aucun des protagonistes, des 3, n'a atteint ses objectifs. Iran, États-Unis, Israël. Voilà. Et qu'est-ce qui ferait qu'ils les atteindraient maintenant? Qu'est-ce qui ferait qu'ils les atteindraient maintenant? Qu'ils ne les ont pas attendus, puisque de toute façon, depuis le début, on dit que tant qu'il n'y a pas de force à terre pour les États-Unis... Mais parce que très souvent, la guerre ne permet pas d'obtenir certains objectifs, mais elle se substitue à l'attentisme qui, du point de vue de la politique intérieure, est souvent impossible à tenir pour des dirigeants. Cela étant, un des buts de l'Iran, c'est de tenir le plus longtemps possible. Parce qu'il montre comme ça, d'abord aux pays arabes, et puis au monde musulman et au monde entier, c'est-à-dire au sud global, qu'on peut résister au grand Satan et au petit Satan, c'est-à-dire aux États-Unis et à Israël. Bon, voilà, donc il veut tenir longtemps. Mais est-ce que l'Iran a les capacités de tenir longtemps? Parce qu'on entend souvent, en effet, ce discours qui est de dire que c'est l'Iran qui a le plus de temps. Mais face à l'asphyxie économique, le blocage des ports par les États-Unis, le temps commence à être compté côté iranien également. Disons que vous avez une pression intérieure et donc une répression tenue féroce. Or, tout ça, jusqu'où le régime peut tenir? Jusqu'à ce que la population, ou une partie d'entre elles, se soulève contre ce régime. Mais pour ça, il faut 3 choses. La première, il faut un nouveau réseau de communication qui permette à l'opposition iranienne de se structurer. Donc ça, c'est une affaire de type Starlink. Starlink, ce que vous avez annoncé comme étant en train de se mettre en place de manière à pouvoir désenclaver l'opposition iranienne et les forces qui veulent abattre le régime. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il vous faut de l'argent. Il vous faut beaucoup d'argent pour promettre aux gardiens de la révolution qui veulent tourner leur veste ou aux bassidjis qui sont prêts, voilà, que pour la suite, ils seront tranquilles. Il faut les acheter, il faut avoir de quoi... oui, enfin, en tout cas, leur dire... On s'occupe de vous très positivement, de vos familles et tout, si vous tournez votre veste. C'est important. Et enfin, il faut des armes. Ça, c'est compliqué. Parce qu'actuellement, les Américains se refusent, en fait, c'est la CIA qui se refuse à parachuter des armes. Pourquoi? Parce que les expériences précédentes ont montré que si c'est mal calibré, ces armes vont retomber aux mains du régime. Et renforcer l'adversaire. C'est ce qui s'est passé en Amérique centrale, en Afghanistan, etc. Et pour nous, souvenez-vous, en Libye. Bon. Et donc, il faut faire très attention quand vous parachutez des armes. Or, si vous ne les parachutez pas, vous devez les faire venir par terre, évidemment. Vous ne pouvez pas le faire par le nord, la Caspienne est trop proche de la Russie, donc vous devez le faire par le sud. Le sud, c'est-à-dire par les Kurdes. Donc, et ils ne veulent pas s'appuyer à côté de ça? Mais les Kurdes veulent bien, eux, et ils ont dit, nous sommes disponibles pour le faire, très bien, mais nous avons besoin d'un appui quand même, y compris d'un appui aérien. Bien, mais ce n'est pas le vrai problème. C'est que même si les Américains et les Israéliens travaillent sur cet appui aux Kurdes, celui qui n'en veut pas, c'est le Turc. La Turquie refuse absolument que les Kurdes soient valorisés dans la révolte possible iranienne en ayant fourni des armes. Parce que si c'est ça qui se passe, alors les Kurdes vont être dans une position complètement différente vis-à-vis de la Turquie, qui à ce stade bloque tout. Alors reprenons ce que vous avez dit. Pour l'instant, ça peut durer parce qu'aucun début de guerre, si tant est qu'il y en ait eu des précis, ne sont atteints par les 3 protagonistes. Alors prenons Israël. Le désarmement du Hezbollah.
Ah, c'était pas un but de guerre. Non, c'est pas un but de guerre, c'était les missiles balistiques et c'était éventuellement la destruction du le nucléaire et les missiles. Oui, alors, donc le balistique, le nucléaire et la déstabilisation du régime de façon telle que la population pouvait prendre le relais pour faire un changement de régime. Bon, on peut estimer que sur le nucléaire, les installations d'enrichissement sont probablement détruites en grande partie. Il reste le symbole que représentent les 450 kilos de stock. Bon. Donald Trump veut obtenir comme trophée de guerre. Je vais le mettre dans la salle de bal à la Maison-Blanche. Oui, alors c'est un cube de 50 cm de côté, les 450 kilos d'uranium. Il faut aller les chercher. Pas sûr que ce soit si facile que ça, et vous ne pouvez pas les bombarder, parce qu'à ce moment-là, ils se vaporisent. Bon, passons. Ça semble pas... C'est déjà presque que ça ne sera pas possible et qu'il faudra dire on a endommagé, donc on a la paix pendant 15 ans. Oui, voilà. C'est-à-dire que pour le moment, les installations nucléaires ont été suffisamment endommagées, ou bien elles sont bouchées, parce que les entrées ont été bombardées vers ces installations, de telle façon que le danger nucléaire est reporté à plus tard. Pour le balistique, c'est plus compliqué. Une partie a été détruite, une partie a été tirée, donc n'existe plus, mais surtout, il faut détruire les rampes et la fabrication de ces missiles. C'est pas et des drones également. Alors aussi, et maintenant, et des drones, puisqu'on s'est rendu compte que c'était aussi un danger. C'est pas complètement achevé, même si on voit bien que les Iraniens tirent beaucoup moins de missiles qu'avant. Ça montre bien que, quand même, il y a eu un affaiblissement. Il y a un affaiblissement, bien entendu. Quant au régime, contrairement à ce que dit Trump, vous n'avez pas eu un changement de régime. Vous avez le même régime avec des gens différents. Mais ce n'est pas un changement de régime. Et les nouveaux, pour le moment... Il y a des mollahs aux gardiens de la Révolution. Oui, et il y a quand même aussi quelques anciens qui sont encore là. Arakchi est encore là. Enfin bon, il y a quand même quelques personnes qui ont déjà négocié. Ce que disent les Américains, c'est qu'il y a un affaiblissement du régime religieux et que désormais c'est un régime militaire. C'est pas forcément mieux pour la population, mais que dans ce sens-là, il y a une évolution. Absolument. Mais on va bien voir justement leur capacité à tenir. Mais en tout cas, en attendant, pauvre population iranienne qui subit une répression comparable, voire supérieure à ce qu'elle connaissait avant. Donc, vous voyez que du côté israélien, les objectifs sont en partie obtenus, mais pas complètement. On pourrait dire la même chose des Américains, qui en plus avaient rajouté à cela de détruire les usines qui fabriquaient les drones qui devaient partir en Russie pour aider les Russes. Et puis détruire les Américains, la marine. Je pense que ça peut être bien de reprendre quand même les cibles, parce que ça a beaucoup varié les objectifs de guerre de Donald Trump. Moi, j'ai toujours vu qu'il y avait les 6, c'est-à-dire les 3 qui étaient en commun avec Israël, qu'on vient de dire, auxquels vous rajoutiez les 3, 2 qui étaient techniques, écraser la marine iranienne, détruire les usines de drones qui fournissent le russe. Et le 3e est plus compliqué. C'était obtenir un équilibre sur l'affaire du pétrole parce que si vous réduisez le pétrole qui sort, vous embêtez le chinois, mais comme le prix augmente, vous favorisez les Russes, parce que c'est ce qui leur fournit plus d'argent pour leur guerre en Ukraine. Et il fallait trouver le juste équilibre. Ça renforce pas forcément les Américains. Il l'a pas vraiment trouvé en ce sens. Est-ce que si, avec ce que vous dites que les Américains ont obtenu, est-ce que Donald Trump, il ne faut pas l'écouter, mais on est obligé de faire avec, pourrait partir, pourrait se retirer en disant, en nous vendant, j'ai gagné. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou plausible? Alors, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, il dit j'ai gagné. Donc, une fois qu'on a enlevé cet effet de discours, pour partir de façon crédible, il a besoin d'un trophée. Il n'en a que 3. Soit il récupère le nucléaire. Par exemple, s'il sortait les 450 kilos, il pourrait dire voilà, regardez, j'ai gagné. Ce dont il parle même en meeting, qui met en avant, on va les récupérer, on va les chercher avec un gros On les a tracteur, récupérés, mais bien sûr, nous les avons depuis. Bon, n'importe quoi. Donc, je veux dire, c'est trop compliqué à aller chercher. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, il n'obtiendra pas ce trophée.
ce trophée-là, à mon avis, il est presque impossible à obtenir parce que si les Iraniens le lâchent ce trophée, le donnent, alors eux auront réellement perdu. La bataille, un trophée dans les deux, un trophée, une perte de trophée. Négatif pour l'un, positif pour l'autre. Mm. Le deuxième trophée, c'est de rétablir le détroit d'Ormuz, on pourrait dire tel qu'il était avant. Si il dit, regardez, on a fait la guerre, on a tapé là-dessus, aplati ceci, etc., comme il sait dire, et le détroit d'Ormuz, donc, je veux dire, la veine jugulaire du commerce mondial refonctionne comme avant, j'ai gagné. Bon, il a une grosse négociation devant lui pour arriver à ça. Et enfin, le troisième, pardon, pour finir juste ça, c'était justement un vrai changement de régime. C'est-à-dire que là, la population se soulève, renverse le régime actuel, manifestation, jusqu'au renversement, et lui, il aide derrière, et il dit, grâce à nous, la population iranienne a réussi à renverser le régime. Et pas ce qu'il raconte actuellement en disant le régime a changé, parce que le régime n'a pas changé. La difficulté aussi, est-ce que ce n'est pas l'approche que Donald Trump a de ces négociations où finalement on a le sentiment qu'il veut obtenir une capitulation de l'Iran? Si par exemple on lit un de ses derniers messages sur son réseau social, nous proposons un accord très juste et raisonnable et j'espère qu'ils l'accepteront, car s'ils ne font pas, les États-Unis vont anéantir chaque centrale électrique, chaque pont en Iran. Fini, monsieur gentil. On pose des conditions sur la table et si vous ne les prenez pas, fini, monsieur gentil, voilà, dans le vocabulaire de Donald Trump. Mais c'est plutôt une demande de capitulation que de négociation. Oui, mais comme je vous disais, méthode, n'écoutez pas ce qu'il raconte. C'est-à-dire, faites comme s'il n'avait pas dit ça. Qu'est-ce qui reste ? Il reste cette espèce de chewing-gum d'une pseudo-négociation à Islamabad qui essaye de se mettre en place. Mais ça n'imprime pas quand même l'administration américaine et ses représentants, le ton avec lequel il parle, personne ne l'écoute, il pérore seul sur ses réseaux sociaux? Oui, au sens où l'important pour Trump n'est pas que sa parole soit performative pour dire ceci va arriver ou pas. L'important, c'est qu'il soit au centre du jeu, c'est-à-dire que tous les journaux télévisés de la planète ouvrent sur sa dernière déclaration. C'est ça qui compte pour lui. Et pour ça, pour que ça marche à chaque fois, il faut que sa parole, son dernier tweet, ou je ne sais pas comment ça se dit, ça soit le plus intense possible. C'est l'intensité de sa phrase qui fait que tout le monde va la reprendre partout dans le monde, et pas du tout le sens qu'elle peut avoir, étant entendu que demain, vous aurez le contraire de cette phrase. Est-ce que, tout à l'heure, c'était un peu une question la même, mais un peu de façon différente. Est-ce que ça veut dire quand même qu'autour de Trump, vous avez cité Marco Rubio tout à l'heure, ou peut-être J.D. Vance, qui lui était hostile à l'entrée en guerre, ou peut-être la CIA, ou peut-être, je me fais une idée de film d'espionnage. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, y compris en laissant Donald Trump à ses élucubrations, et qui, eux, ont une vision un petit peu plus claire de ce qu'on peut laisser, de ce qu'on peut négocier. Bref, que quand on est à Islamabad, si on y est, et si on sait si ça a lieu là, il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire. Alors, savent, qui en tout cas ont une vision cohérente, conscience de la difficulté et capable d'élaborer des positions de négociation cohérentes. Oui, il y a ça. Il faudrait que je rentre un peu dans les détails. Dans l'armée américaine, il y a des gens qui sont tout à fait compétents, dans les services de renseignement et au département d'État. Il reste qu'à chaque fois, à la tête de tous ces organismes, vous avez des gens qui, sans doute, n'ont pas les qualités nécessaires pour régler le problème. Je parle du secrétaire à la Défense, même voilà. Et c'est un peu moins le cas à la CIA, mais c'est tellement le cas au FBI, etc., etc. Donc, actuellement, il faut bien voir que les stratégies ne peuvent pas être élaborées par les chefs aux États-Unis, mais par des services qui ont... N-1, qui sont... Ah oui, même, je dirais N-2. Au niveau des N-2... C'est pas complètement rassurant ce que vous nous dites. Non, mais vous avez de la masse derrière. C'est-à-dire que ce sont des énormes administrations. Beaucoup de think tanks, beaucoup de gens qui ont beaucoup réfléchi à ces questions et qui ont tiré aussi des enseignements des échecs précédents. Vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas eu de troupes au sol.
il a préféré faire un blocus des ports iraniens plutôt que de débarquer des Marines à l'île de Karg. Mais derrière cette décision-là, mais vous avez 50 ans d'échec de la CIA. Et donc, ils sont quand même capables de dire ce n'est plus comme ça. Il n'y a pas que les messages sur les réseaux sociaux de Donald Trump. Derrière, il y a de l'analyse, de la réflexion. La question, c'est aussi du côté du pouvoir iranien sur la difficulté de ces pourparlers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir iranien divisé avec qui, finalement, les négociations se mènent? Alors, je ne suis pas capable de vous dire s'ils sont divisés. Est-ce qu'il y a les N-2 en Iran aussi qui seraient un peu moins... Ou deux lignes, hein, même. Non, oui, vous avez forcément deux lignes. Vous avez une ligne pas de négociation et une ligne négociation. Vous retrouvez d'ailleurs ça, évidemment, au Liban, entre le Hezbollah et le gouvernement libanais. Il y a ceux qui sont prêts à négocier et ceux qui ne sont pas prêts. Ceux qui sont prêts à négocier, ce ne sont pas des enfants de cœur. Je peux vous dire, 16 ans de négociations sur le nucléaire ont montré qu'ils sont très durs dans la négociation. Mais ils ont quand même envie d'aller vers un résultat convenable pour eux de la négociation. Et puis vous en avez maintenant qui viennent d'arriver dans le système des gardiens de la Révolution et qui, eux, probablement disent il n'y a pas à négocier avec le grand Satan, on verrouille et c'est lui qui va tomber en premier. C'est toute l'idéologie du nous avons le temps, alors que l'Occident est pressé par le temps à cause des opinions publiques. Qui vous fait dire ce soir que, selon vous, les opérations militaires ont un grand risque de reprendre, si on vous a bien suivi ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Danon. Ne vous excusez pas pour votre analyse. Merci beaucoup, Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, Nathalie Saint-Cricq d'avoir été à mes côtés. On se retrouve demain soir. Pour le moment, sur l'antenne, c'est l'heure du JT Monde, suivi des Informés. Bonne soirée à vous sur France Info.